À toutes et à tous, bonjour à ceux qui sont ici à The Camp, près d'Aix-en-Provence, lieu d'imagination et de créativité où se tient Emerging Valley, et dans lequel nous organisons aujourd'hui un atelier en commun entre le barreau de Marseille et Africa Link, atelier qui va porter sur l'entrepreneuriat en Afrique, l'entrepreneuriat conjoint, la façon qu'ont des entreprises d'Europe, de France, de Marseille d'aller en Afrique, la façon qu'ont des entreprises africaines de vouloir accéder au marché européen et comment les opérateurs essayent de baliser ce chemin au point de vue juridique, ça sera plutôt avec le barreau, et au point de vue financier, au niveau de l'environnement que l'on peut offrir à des entreprises pour qu'elles puissent se développer. Donc nous allons vous présenter nos intervenants et c'est l'ami Sylvain Pontier, avocat, qui va commencer à présenter les intervenants du barreau. Merci. Alors je vous présente tout d'abord David Smajda, qui est avocat au barreau de Paris et qui est spécialiste des questions de financement et de capital risque, et notamment en Afrique. Thierry Munoz, qui est également avocat au barreau de Marseille, et qui fera un focus spécifique sur le Maroc et sur les conditions d'implantation et de sécurité des affaires au Maroc. Lamia Iraki Ousseni, qui est fondatrice du réseau LegalUp et de l'Ajam Network, et qui va nous exposer comment est-ce qu'on peut faire travailler ensemble des avocats, des universitaires, des étudiants, pour avoir une vision croisée sur l'accès au droit. Et enfin Youssouf Ballo, qui est le fondateur de Legafrique et de TwoSign, qui est un start-upper entre l'Afrique et la Côte d'Ivoire, et qui a monté une legal tech d'accès au droit. Et puis donc les intervenants qui viennent plutôt du côté d'Africa Link, mais qui sont très en lien avec le monde juridique. Panayotis Liolios, lui, qui est expert comptable, qui fait partie du réseau EXCO qui est très très implanté en Afrique et qui connaît bien tous les pays d'Afrique et les conditions de développement des entreprises en Afrique. Et puis Hicham El Merini, entrepreneur, qui est une entreprise de conseil en ingénierie, qui est présent au Maroc et qui est vice-président d'Africa Link et qui développe le comité Maroc d'Africa Link, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, Hicham? Et puis avec nous, il y aura Rachid Aliane, qui représente Laurence Olivier. On sort d'un débat sur la place des femmes dans l'entreprise. Eh bien, Laurence a été retenue par des problèmes familiaux. C'est encore quelque chose qui arrive. Et donc, notre parité a encore baissé un petit peu. Rachid Aliane représente les pépinières de Marseille Innovation, des pépinières innovantes qui, depuis des années et des années, sont le lieu qui font éclore des entreprises puissantes, fortes sur notre territoire et qui ont développé des programmes de coopération avec les pays de la rive sud de la Méditerranée et avec l'Afrique. Jean-Patrick Ketcha, qui est fondateur, lui, d'un incubateur au Cameroun. Et puis Jean-Marc Philippe, qui est du Canal de Provence. Et puis il nous présentera le Oshun, qui est une initiative portée notamment par le Canal de Provence en Afrique pour développer l'accès à l'eau, si je ne me trompe pas. Voilà, on va commencer par l'environnement juridique. Je demande aux intervenants de tenir un petit peu leur intervention de façon à ce qu'on puisse échanger avec ceux qui sont ici, échanger entre nous, répondre aux questions, et de façon à ce que l'on puisse aller le plus au fond des choses possible. Et donc, je donne la parole à Sylvain pour cette partie. Merci. Alors, un mot d'introduction. L'an dernier, on s'était focalisé principalement sur les legal tech, en constatant que ce qui se passait en Europe avec l'avènement de très nombreuses legal tech et ce qui se passait en Afrique était extrêmement comparable. Et puis on se rend compte que les legal tech pour l'accès au droit c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut être beaucoup plus accompagné. Et donc cette année on a décidé d'approfondir les choses et de partir sur un panel beaucoup plus large et de croiser les différentes compétences, avocats, experts comptables, legal tech qui peuvent aider à l'accès au droit. Alors je propose de commencer par David Smajda et puis Youssouf Ballo qui doit prendre un train dans relativement peu de temps et donc on va libérer d'ici quelques dizaines de minutes. Merci Sylvain. Bonjour à tous. Quand on évoque le financement aujourd'hui, quand on a des clients qui viennent nous voir pour des questions de financement, lorsque ce sont des start-upers qui sont situés en Afrique et tout particulièrement en zone OHADA, on a toujours un premier sentiment, c'est un sentiment de difficulté face finalement au manque d'alternatives.
dans le financement. C'est-à-dire que le financement bancaire, aujourd'hui, est quasiment impossible pour des structures en préamorçage qui sont de jeunes sociétés qui ont besoin, même si elles sont à fort potentiel de croissance ou à forte dimension technologique, elles ont beaucoup de mal à pouvoir se financer par du crédit bancaire. Il y a aussi assez peu aujourd'hui de prêts d'honneur ou de solutions, que ce soit publiques, qui permettent de faire face finalement à ces premières dépenses dans les premiers mois ou les premières années suivant la création d'une structure. Donc très rapidement, quand on s'est retrouvé à cette problématique-là, une des solutions, ça a été l'innovation. Alors l'innovation structurelle, juridique aussi, mais l'innovation notamment dans l'accès au financement, parce que depuis quelques années, on a beaucoup d'initiatives qui permettent aujourd'hui de digitaliser et également de moderniser l'accès au financement. Donc ces premières structures que l'on a accompagnées ont pu assez rapidement trouver un panel d'offres, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de plateformes digitales qui permettent de faire du prêt, de faire du don. Donc on sait aujourd'hui qu'il existe un certain nombre de plateformes de crowdfunding ou de crowdlending qui sont évidemment des solutions non dilutives pour une structure ou une société, une jeune start-up, puisqu'elle ne va pas faire entrer au capital de sa société des investisseurs, mais va uniquement recourir aujourd'hui à des plateformes digitaux, permettre à des structures partout dans le monde de pouvoir recourir également à du financement non dilutif. Donc c'est vrai que le premier point, c'est l'innovation a permis aujourd'hui de digitaliser et donc de maximiser ses chances de recourir à ce type de financement. L'autre point, c'est aussi finalement l'innovation dans le cadre de mécanismes mais dits dilutifs cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on a de nombreuses initiatives, de nouvelles initiatives. On l'a vu encore ce matin avec l'AFD qui a annoncé intégrer un montant important qu'elle allait allouer à certains acteurs aujourd'hui du financement pour leur permettre d'accompagner des structures. Et donc on voit de plus en plus d'initiatives de business angels qui sont prêts aujourd'hui à investir en early stage, là où ce n'était pas nécessairement le cas il y a encore quelques années. Et donc on se retrouve avec des consortiums, avec un certain nombre de pools d'investisseurs qui permettent aujourd'hui de venir financer des structures en préamorçage. Donc on a vraiment aujourd'hui une innovation même dans le cadre finalement de ce type de financement dit dilutif. Et le deuxième point, qui est un point plutôt juridique, on en avait parlé il y a quelques instants avec Youssouf, mais qui est relativement aujourd'hui intéressant, c'est que depuis notamment 2014 et les réformes, et notamment sur le traité OHADA, on a vu de nouvelles structures juridiques faire leur apparition, notamment en Afrique et dans la zone OHADA, et notamment la SAS. Et aujourd'hui, c'est la structure par excellence qui permet d'aller chercher du financement, cette fois-ci dilutif, sur notamment des levées de fonds, et d'aller chercher des investisseurs avec des mécanismes qui, eux, sont innovants. Donc on a d'un côté l'innovation dans les modes finalement de recherche de financement, mais aussi l'innovation sur les mécanismes juridiques en tant que tels. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des mécanismes juridiques qui vont nous permettre, et qui vont permettre à des startups aujourd'hui d'aller chercher tout de suite du financement en émettant des valeurs mobilières, donc on est sur du quasi-equity, mais qui, aujourd'hui, ces valeurs mobilières ne donneront accès au capital de l'entreprise que de manière différée lorsqu'il y aura la réalisation d'un ou plusieurs événements. Ce qui signifie que l'on va maintenant, en ayant des mécanismes juridiques innovants, faciliter les rencontres, faciliter également les échanges et éviter tout de suite, lorsqu'une société commence et cherche à se faire financer en préamorçage, donc quand elle est relativement jeune, de se poser notamment des questions sur la valorisation d'une entreprise. Et on sait pertinemment qu'elle ne sera jamais juste parce que soit on va survaloriser ou sous-valoriser. Et donc, ces modes alternatifs qui permettent aujourd'hui d'émettre des valeurs mobilières en donnant un accès différé au capital vont permettre de se concentrer notamment uniquement sur le projet et sur aujourd'hui finalement la manière dont va évoluer ce projet, en évitant de discuter tout de suite et d'avoir ce qu'on appelle communément des prises de tête sur notamment ces questions de valorisation, et de permettre finalement aujourd'hui en différence là de sécuriser. Donc on se retrouve aujourd'hui avec vraiment... Oui, bien sûr. Vous avez évoqué des nouvelles formes de financement dues à l'innovation qui permettent de financer l'entreprise innovante, mais à ce que j'entends, pour celui qui n'est pas un spécialiste, et les porteurs de projets sont rarement des spécialistes, je me dis que ça doit être compliqué d'y accéder. Qu'est-ce que l'on fait? À qui doivent-ils s'adresser aujourd'hui pour accéder
à ces nouveaux financements? Vous dites qu'ils sont sur la table, qu'ils sont accessibles. Est-ce qu'il faut voir Maître Smadja pour aller le voir, je suppose? Mais comment fait-on quand on est un jeune entrepreneur africain? Il y en a quelques dizaines qui sont ici, il y en a peut-être quelques-uns qui nous regardent. Comment fait-on pour accéder à ces modes de financement nouveaux, qui sont des bonnes nouvelles, que vous évoquez? Alors, sur les modes de financement qui ne sont pas dilutifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la digitalisation de toutes les plateformes que l'on connaît, l'accès à ce financement-là est devenu très simple, parce qu'on a notamment un certain nombre de structures qui existent et qui aujourd'hui sont librement accessibles via le net, où on dépose un dossier. Ces structures-là sont généralement des conseillers en investissement financier, ils ont un statut spécifique. On a des structures françaises, mais qui sont aussi de l'accompagnement, notamment en Afrique. Il suffit de déposer un dossier et de réaliser une demande, et à partir du moment où on réalise une demande et qu'on est éligible, il va y avoir la mise en place d'une campagne. Donc c'est assez simple sur le financement non dilutif, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un panel d'offres relativement important qui existe. D'ailleurs, même sur le... Je pensais même au financement à effet dilutif, parce qu'on a aujourd'hui des plateformes de type Afriquity qui permettent derrière à des entrepreneurs d'aller chercher des investisseurs pour une entrée au capital via ces plateformes-là. Donc avec la digitalisation aujourd'hui de ces plateformes-là, on y accède très facilement. Sur les autres modes de financement à effet dilutif du type bon de souscription d'actions, parce que c'est ce dont je parlais plus précisément. En négociation avec tout fonds d'investissement. Voilà, donc maintenant, tous nos financements, c'est au niveau européen qu'on l'a eu. Malheureusement, on n'a pas encore eu de financement au niveau africain. Peut-être que ça va venir, on l'espère. Voilà, donc on a eu des accompagnements de l'AFD, d'Afrique Innov, parce qu'on est accompagné par l'incubateur Bondi Innov, justement. Voilà. Donc à côté du financement, comment, de façon concrète, on accompagne les entrepreneurs. Donc, ici, quand on lançait Ligue Afrique, l'idée, ce n'était pas de faire forcément comme les legal tech américaines ou occidentales, parce que l'Afrique a ses réalités. Pour tout ce qui est tout ce qui concerne, par exemple, les paiements par carte bancaire, tout le monde sait qu'en Afrique, il y a très peu de gens qui sont bancarisés, par exemple. Même quand ils le sont, les gens sont encore réticents à pouvoir payer en ligne. Donc, nous, ça, c'est un aspect, par exemple, qu'on n'avait pas pris en considération au début. Donc, on avait remarqué dans nos analyses de données qu'il y a très peu de nos utilisateurs qui lorsqu'ils arrivaient à l'étape du paiement, qui allaient jusqu'au bout. Voilà, donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos utilisateurs ne payent pas directement sur la plateforme? Donc, heureusement, on avait des données puisqu'ils étaient inscrits. Et donc, on les appelait. Et la plupart disaient, bon, on ne vous connaît pas suffisamment. Qu'est-ce qu'il faut que ce n'est pas une arnaque? Donc, on ne peut pas payer sur votre site. Là, avec l'équipe, on a réfléchi. On a vu comme des acteurs comme Jumia qui fait du e-commerce, ils ont cette notion de cash on delivery. Donc, on s'est dit, dans ce cas, comment on peut faire ça avec des documents juridiques qui doivent être payés et puis être téléchargeables immédiatement sur la plateforme? On paye. C'est ça, justement. Voilà. Donc, c'est comme ça, toutes les plateformes e-commerce fonctionnent en Afrique. Voilà. Donc, parce que les gens ne veulent pas payer en ligne. Donc, nous, on a réfléchi, on dit, dans ce cas, on met un mécanisme en place. L'utilisateur, il remplit le questionnaire comme il se doit. Arrivé à du paiement, on a mis encore un autre process. On lui dit soit il paye en ligne ou simplement sa procédure et il vient physiquement dans nos bureaux à Abidjan pour pouvoir venir faire le paiement. À partir de ce moment-là, on a eu une croissance de près de 80% justement. Voilà, parce que les utilisateurs, là, quand ils voyaient, ils arrivaient dans nos bureaux, ils étaient rassurés et ils n'hésitaient pas à payer justement. Donc voilà, ça c'est les spécificités, par exemple, qui concernent le marché africain. Voilà, donc avec ça, on a compris également qu'il y avait des utilisateurs, par exemple, qui étaient intéressés par nos services, mais qui n'avaient même pas une adresse électronique, en fait. Là, qui font du chiffre, qui sont très souvent dans l'informel, voilà. Peut-être ils ont un marché public à décrocher ou bien négocier, mais qui n'ont même pas d'adresse électronique et qui veulent utiliser nos services.
Donc, qu'est-ce qu'on fait par exemple? On va demander à quelqu'un de l'équipe de créer une adresse ad hoc pour l'entrepreneur en question, le suivre pas à pas dans l'utilisation de la plateforme, et puis il arrive après à pouvoir suivre les étapes et puis rédiger ces documents en fait. Donc voilà de façon pratique comment est-ce que... Il faut parler dans le micro, Sylvain, s'il te plaît. On m'entend? Non, on t'entend pas. Pour revenir au financement, le futur de l'Afrique, parce que j'imagine qu'en étant à Abidjan, la vision du futur, c'est soit la zone OHADA, soit la zone francophone. Le financement, il est envisagé comment pour les GAFRIC? Alors, donc là, on est en négociation avec des investisseurs de fonds, mais uniquement ici. Donc, l'idée, c'est de lever toujours, comme je l'ai dit, avec la société mère, voilà, et expliquer aux investisseurs que en cas de dividende, notamment, elle va remonter directement au niveau de la société holding qui est française. Donc, vis-à-vis de ces investisseurs-là, on est traité plutôt comme une entreprise française opérant en Afrique, en fait. Voilà, donc l'idée, c'est de couvrir les 17 pays de la zone OHADA. Actuellement, on est opérationnel en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, bientôt au Sénégal. Là, on est en train de négocier justement avec des notaires au Sénégal. C'est l'un des rares pays africains encore où il est obligatoire de passer par devant notaire pour pouvoir constituer ne serait-ce qu'une SARL. Voilà, donc là, on doit impérativement travailler avec des notaires au niveau du Sénégal. Donc le financement, voilà, on se comporte comme une start-up française, voilà, en négociant avec des investisseurs qui sont plutôt orientés Afrique, en fait. Voilà. Thierry Munoz, le Maroc, un des plus gros investisseurs en Afrique, porte d'entrée de toute l'Afrique francophone, qui veut devenir le leader de l'investissement là-bas. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les conditions d'investissement, la sécurité juridique, le climat des affaires, et comment est-ce qu'on peut utiliser le Maroc comme tremplin pour aller vers l'Afrique? Je vais essayer. Donc effectivement, le Maroc, porte d'entrée de l'Afrique, ça c'est une réalité, et c'est une réalité depuis de nombreuses années. Et quand j'entends notre précédent intervenant dire qu'il développe le marché africain à partir d'une holding française, il serait peut-être temps, effectivement, à mon avis, de s'implanter au moins au Maroc pour développer à partir du Maroc, parce que c'est vrai que j'ai tendance à dire que au-delà, et là je rentre tout de suite dans le climat des affaires et le climat structurel, finalement, ou des infrastructures qui favorisent le développement des investissements marocains en Afrique subsaharienne, j'ai tendance à dire que ça se fait par le biais de deux réseaux, deux toiles d'araignée qui ont été magnifiquement implantées sur tout le territoire africain à partir du Maroc. C'est la Royal Air Maroc qui, à partir de Casablanca, permet finalement de desservir l'ensemble des capitales de tous les pays africains et bien évidemment dans les capitales du monde entier. Donc la Royal Air Maroc est vraiment... on est dans le climat des affaires, on n'est pas dans le droit, mais c'est la pratique, la pratique quotidienne. Et les banques, les réseaux bancaires marocains, les grands groupes bancaires marocains qui se sont installés également. Et par ces deux biais-là, on a favorisé l'investissement, pas tellement européen en Afrique subsaharienne, mais aujourd'hui, le leader effectivement de l'investissement subsaharien, c'est le Maroc. Par le sud, ça va être le Maroc. Par le nord, ça va être le Maroc. Pardon, par le sud, on va du sud, mais là, ça nous éloigne un petit peu de nos rivages méditerranéens. En tant qu'avocat, j'accompagne l'implantation et le développement des entreprises françaises au Maroc depuis bientôt 15 ans. Moi, j'ai un aspect pratique sur le terrain, quoi. Quand j'entends parler de signature électronique et de développement de la signature électronique au Maroc, moi, j'attends de voir. J'attends de voir parce que aujourd'hui, la pratique au Maroc, c'est la légalisation de signature. Et puis, c'est difficile d'en sortir. Moi, je veux bien qu'on puisse faire admettre à des banquiers au quotidien que la légalisation électronique, ça va fonctionner. Mais bon, c'est pas vrai. On n'en est pas encore là.
Quand j'entends bien évidemment que la SAS est l'outil évident pour un certain nombre d'investissements au Maroc, oui, bien évidemment, ça va permettre effectivement, et ça permet déjà, puisque c'est déjà le cas, ça permet d'avoir un pacte d'actionnaires en dehors d'une ESA, donc de gagner en souplesse, de gagner la souplesse et la légèreté d'une SARL, mais avec le pacte d'actionnaires qui permet effectivement aux actionnaires de s'organiser entre eux et de l'entreprise, et notamment d'organiser l'investissement et comment développer l'entreprise, afin de retrouver tout le bénéfice d'une ESA sur une structure assez souple. Donc oui, ça c'est un outil qui est vraiment efficace. Concernant l'aspect pratique, et pour revenir un petit peu au climat des affaires, le climat des affaires au Maroc, il est excellent. Il est excellent au niveau de la prise de commandes. Les commandes, il y en a tout le temps. C'est les paiements qui manquent. Pas forcément au niveau des crédits. Le Maroc est plus que solvable, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il y a des retards de paiement, et ça démarre souvent à partir des offices, des différents offices. Et il y a un décalage des paiements dans le temps pollue un petit peu le climat des affaires au quotidien. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'au Maroc, de toute manière, les commandes, ça ne manque pas, et l'argent ne manque pas non plus. La particularité du Maroc par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe, on va la trouver au niveau de l'office d'échange. Le régime de convertibilité va occasionner certaines non pas contraintes, mais certaines difficultés, ou certaines billets qu'il va falloir comprendre, ou certaines règles qu'il va falloir bien comprendre. À partir du moment où on envoie de l'argent au Maroc, des investissements, on est assuré par la charte des investissements, par les conventions bilatérales, on est assuré bien évidemment de conserver la propriété de ce capital, de bénéficier ensuite du produit de cession de tout ce qu'on a pu réaliser avec cet investissement. Ça, on en est assuré. Mais on a toutefois intérêt et avantage à vérifier toujours, au moment où on envoie de l'argent, qu'on va pouvoir ensuite conserver la traçabilité de cet envoi. Si on envoie de l'argent sans préciser que c'est un apport en compte courant, il va falloir expliquer ensuite pourquoi cet argent va revenir en France sans devoir supporter les 10% de retenue à la source, parce qu'on a des contraintes au niveau de l'IS. La territorialité de l'IS au Maroc fait que tout ce qui va sortir du Maroc va devoir supporter l'impôt, sauf à démontrer que c'est un retour sur investissement. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va falloir penser à la traçabilité des envois de fonds. C'est important. Y penser tout de suite. Moi, j'ai un client qui, malheureusement pour lui, a envoyé comme ça, presque sur un coup de tête, 2 millions d'euros pour investir dans une affaire. Bon, ces 2 millions d'euros, bien évidemment, la traçabilité, on va l'avoir. Mais avec les difficultés qu'a eu son investissement ensuite au Maroc, ça devient de plus en plus difficile pour récupérer, parce que bien évidemment, ça s'est passé il y a longtemps, pour récupérer une traçabilité, je dirais, sans faille. Donc, y penser tout de suite. Ce qui va changer un petit peu aussi au niveau du climat des affaires pour nous, Européens, c'est la façon de se notifier, ne serait-ce que des courriers, de se ménager des moyens de preuve. Au Maroc, tout se remet en double exemplaire. On notifie les factures, on notifie les courriers, on le fait physiquement. Il y a quelqu'un qui se déplace, qui va dans une entreprise, qui notifie une facture, et on revient avec le tampon de la société, avec la date. Vous voyez qu'on est encore loin. Moi, j'entends LegalTech, c'est sûr, on va y arriver, c'est bien évident. Mais au quotidien, c'est ça, quoi. C'est la pratique physique de certains échanges, et on n'est pas tout à fait encore dans le monde virtuel qu'on nous promet, quoi. Et moi, j'ai bien évidemment hâte, comme tout le monde, je suis absolument pas rébarbatif au progrès, mais bon, on est d'accord qu'il faut encore travailler, hein, là-dessus, on n'y est pas tout à fait. Donc après, moi, je peux comme ça développer... Une aparté sur le climat des affaires, la sécurisation juridique, les LegalTech paraissent un peu loin. Le climat judiciaire, c'est un jour, on peut se retrouver à devoir saisir une juridiction. Très juste. Comment ça se passe dans un pays comme ça, qui est très moderne?
moi, au départ, donc dans les années 2000, j'avais tendance à considérer qu'il fallait bien évidemment qu'il fallait craindre le système judiciaire marocain. En bon européen, j'avais tendance à considérer que nos juges français ou européens seraient mieux avisés que les juges locaux. J'ai totalement changé d'orientation de ce point de vue-là. Et je pars du principe qu'à partir du moment où on va à l'étranger pour faire du business à l'étranger, ben on suit les règles du pays. D'abord, c'est plus facile, et ensuite, je dirais, c'est beaucoup plus rapide. Signer un contrat international en y mettant une clause attributive, surtout une clause d'arbitrage ou une clause attributive de juridiction dans notre pays, c'est sur le papier, a priori, assez tentant. Sauf qu'en pratique, c'est quasiment irréalisable, puisque vous allez toujours vous heurter au problème de l'exéquatur, et il va toujours falloir se confronter au juge local. Et le juge local, lui, il va pouvoir de temps en temps considérer qu'il aimerait bien entendre parler du fond de l'affaire pour pouvoir juger. L'exéquatur, je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. L'exéquatur, c'est la possibilité d'avoir dans le pays considéré, donc au Maroc, puisqu'on parle de Maroc, c'est le référent, d'avoir la possibilité d'obtenir la validation, l'homologation d'un jugement obtenu à l'étranger, mais pour que ce jugement puisse avoir une exécution sur le territoire marocain. Donc, il vaut mieux, dès lors, franchement, prendre tout de suite le taureau par les cornes et dire je contracte avec un Marocain, même, je ne parle pas d'un marché public parce que là on n'a pas tellement la possibilité de discuter, mais dans les contrats internationaux de droit privé, on sollicite la juridiction compétente, on la choisit si possible la plus proche du chantier, si c'est un chantier à réaliser, on évite d'aller à Rabat ou à Casa lorsqu'on va devoir faire un chantier à Laayoune, parce que pratiquement c'est très compliqué. On n'a pas peur du juge, on y va, on choisit la langue du Maroc. Il faut savoir qu'au Maroc, la procédure est écrite principalement, mais elle est surtout aussi en langue arabe. Hein. Donc il va toujours falloir être accompagné d'un Marocain, d'un avocat, d'un confrère marocain. Donc n'ayons pas peur de nous confronter à l'internationalisation. On choisit d'aller au Maroc. Moi, mon idée, c'est de créer une entreprise. Bien évidemment, on peut prolonger sa société au Maroc par le biais d'une succursale. On peut ouvrir un compte et faciliter le développement de son commerce, de son business au Maroc par une succursale. Moi, j'ai tendance à considérer que la succursale, c'est pas la panacée. Il vaut mieux créer une filiale et il vaut mieux tout de suite organiser une société pour qu'elle ait une ancienneté, qu'elle gagne en antériorité. Quand vous sollicitez un marché au Maroc dans le cadre d'un appel d'offres international, vous avez effectivement intérêt, à mon avis, à y aller avec une succursale pour pouvoir bénéficier de vos références. Une succursale aura les références de sa société mère, mais la création d'une filiale permettra beaucoup plus de souplesse ensuite sur le terrain. Et la plupart du temps, je conseille, moi, de le réaliser en groupement. C'est-à-dire la société filiale et une succursale pour pouvoir, dans un premier temps, gagner en référence. Voilà, par exemple. Passe au suivant. Alors, du coup, avec le Maroc, la transition est toute trouvée sur l'intervenant d'après. Lamia Iraki, est-ce que vous pouvez nous parler de Legal Up ? Merci pour l'invitation. C'est vrai qu'on a traité la question du financement et ensuite un exemple de Legal Tech en Côte d'Ivoire pour revenir sur l'accompagnement et surtout le climat des affaires au Maroc. La transition sur le projet qu'on a initié avec l'aide qui est coordonnée aujourd'hui par Global Shaper, qui est donc affiliée au World Economic Forum, est une initiative en fait qui vient un peu en rupture des accompagnements aujourd'hui existants, dans un monde où et je parle de l'accompagnement juridique, où il y a des avocats
disons, avec un accompagnement traditionnel ou une émergence de legal tech qui viennent ou qui se veulent en tout cas facilitatrices de ce service. Il restera que sur le marché, ça dépend de quelle cible on parle. Nous, on a choisi la cible des startups, c'est-à-dire des entités jeunes qui font un focus sur l'innovation et qui sont confrontés dans notre juridiction marocaine à un missing middle, à une absence d'offres adaptées à leurs besoins. Bien sûr, nous avons plusieurs de nos confrères qui essaient de faire des offres adaptées. Nous n'avons malheureusement pas de legal tech dédié aux startups, donc il y avait un vrai vide à combler. Et d'où la naissance de cette initiative Legal App, qui se veut et qui a peut-être qui se distingue par cet aspect unique et de vouloir mettre autour de la table 3 parties prenantes nécessaires de l'écosystème. On est parti du constat que les startups, certes, aujourd'hui ont un besoin d'accompagnement juridique spécifique, qui soit aussi bien qualitatif, mais à un prix très compétitif qu'aujourd'hui, certains confrères ou les legal tech inexistantes ne peuvent pas, auxquels ils ne peuvent pas répondre. Et de l'autre côté, des étudiants en droit qui arrivent sur le marché de travail et qui sont pas forcément, qui n'ont pas connaissance de toutes les opportunités que peuvent offrir donc le monde du numérique et de l'accompagnement des startups. Donc aujourd'hui, pour faire très bref, Legal App consiste donc à faire un accompagnement juridique pro bono pour l'instant aux startups, par la mise en relation des startups avec des étudiants présélectionnés qui sont mentorés par nos confrères, donc par des avocats locaux. Ce qui revient à cette relation tripartite où à la fois on répond à un besoin, celui de l'accompagnement juridique accessible à des startups, et de l'autre côté, quelque part contribuer à la formation de ces étudiants qui certes ont reçu la formation théorique universitaire nécessaire, mais peut-être avec beaucoup de difficultés à acquérir, ou en tout cas être armés avec ces soft skills ou aussi un accès à un certain networking. Et de l'autre côté, l'acteur indispensable de cet écosystème, qui sont nos confrères, donc des avocats et des juristes d'affaires, à la fois donc mentorer avec un accompagnement dans le temps ces étudiants pour répondre de façon ciblée à la demande d'accompagnement juridique que va formuler la start-up. Nous avons lancé donc la première édition expérimentale au Maroc et je peux vous dire que j'étais moi-même agréablement surprise. C'est-à-dire que, juste pour le contexte, je suis marocaine, produit du système de l'éducation marocaine. J'ai été formée ensuite en France. Je suis anciennement avocate au barreau de Paris et juriste dans un fonds panafricain aujourd'hui. Et quand je suis revenue, je vous remercie, chers confrères, d'avoir fait cette première vision sur le climat des affaires au Maroc, qui effectivement peut paraître très séduisant, mais au quotidien, au day-to-day, on peut être confronté à certaines réalités comme la légalisation ou certains archaïsmes sur certains aspects qui peuvent rendre vraiment la pratique au quotidien un peu painful et pour les acteurs économiques. Donc si vous mettez le point, vous mentionnez ces aspects-là pour les grands acteurs économiques qui ont, disons, le poids pour encaisser ce côté painful du day-to-day, je vous imaginez comment ça peut être vraiment pénible pour les startups de devoir à chaque fois d'aller à la banque 10 000 fois y aller, revenir, etc. Sans parler de la légalisation, etc. Donc, il était important qu'on les allège sur ce sujet-là et le constat est qu'aujourd'hui,
legal tech et pratique de conseil juridique, disons, façon traditionnelle, n'est pas incompatible. Nous avons besoin des deux. Deuxième chose, il y a un vrai besoin aujourd'hui, urgent je dirais même, de numérisation de l'économie, mais aussi de notre offre juridique. Troisième chose, les acteurs, on peut s'attendre, parce que quand on vient en Afrique, on se dit, oh là là, les acteurs publics, ils ne sont pas forcément très réceptifs à l'innovation, etc. Bah, figurez-vous, pour la petite anecdote, moi je vais vous raconter une chose très brièvement. Le jour où il a fallu partir voir le doyen de l'université de Hassan II, un jour avec qui nous sommes partenaires, et donc dont les étudiants font partie de ce programme, il m'a reçu entre deux réunions. Et j'ai dû pitcher mon idée en 3 minutes chrono. Et j'étais agréablement surprise. Il m'a dit « Ok, on signe quand ?» J'ai dit bon, « Attendez, déjà avant qu'on signe, il faut peut-être qu'on en parle un peu plus. » Et 2 jours après, on s'est rencontrés et 1 mois plus tard, on a signé la convention. Comme quoi, certaines poches de bonheur existent dans nos pays. La volonté, il y en a. Et le constat de cette initiative aussi, c'est de dire que parfois, il y a plein de choses qui se font de part et d'autre, mais il faut des initiatives qui mettent autour de la table tous les acteurs. Et juste le fait de les connecter, ça donne quelque chose. Et le troisième constat, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses quand même à faire. Parmi nos confrères, certains sont plus faciles à convaincre quand on va leur demander des heures de pro bono, puisqu'on ne leur demande pas de l'argent, mais de convertir leur temps homme et les dédier à ces startups et à ce mentorship. Donc ils sont contents parce que c'est le pro bono et donc ça leur fait de la com et remplit leur sur la RSE. Mais certains de nos confrères locaux qui ne sont pas forcément habitués à cette pratique sont très réticents, ils ne comprennent pas l'intérêt. Et je pense que quand on est dans des espaces, dans certains secteurs économiques comme les startups, où c'est encore un écosystème très émergent, je pense que des initiatives comme ça, c'est aussi des initiatives qui aident à changer le mindset, aussi bien côté universitaire, mais aussi de nos confrères, et aussi des startups pour leur rappeler l'importance du juridique à anticiper déjà en amont avant d'attendre la survenance de certaines problématiques et appeler l'avocat de façon classique quand il y a déjà le feu déclaré. Donc voilà, et je profite de cette occasion pour dire que c'est une initiative qui va doubler son impact à la prochaine édition, puisque nous visons à doubler notre nombre de bénéficiaires, mais aussi dupliquer cette expérience dans d'autres pays africains. On est en discussion avec des partenaires en Tunisie et au Sénégal, parce que l'idée derrière, c'est le marché marocain des startups, il faut se le dire, on va donner un ordre de grandeur, il y en a, 200-300 startups maximum, avec un taux qu'on le sait, qui est inhérent structurel à l'écosystème des startups pour rester positif, 80% de taux de mortalité des startups qui naissent dans les peut-être 2 ou 3 ans. Donc, on ne va pas faire de l'impact extraordinaire en travaillant que sur un seul pays. L'idée, c'est de voir comment on peut dupliquer en mergeant toutes les forces vives de plusieurs pays et créer une communauté de juristes d'une part, mais aussi de start-upers d'autre part. Parce que quand on parle de financement, c'est bien, mais c'est marrant, j'étais à Tunis il y a quelques jours, on parlait un VC disait cette phrase très intéressante: le meilleur moyen de financer une entreprise, c'est de lui donner des bons de commande pour qu'elle s'autofinance par du CA. D'accord ? Donc très bien. Donc ça veut dire ouvrir des marchés, de nouveaux marchés. Et ouvrir de nouveaux marchés. Le marché marocain, je suis désolée, mais c'est quand même 30 millions seulement de consommateurs. L'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants, sans parler de l'évolution de la population qu'il y aura dans les prochaines années. Donc j'ai envie de dire, les start-up africaines ou qui naissent au Maroc, qui veulent aller au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays, la première question qui se pose, ok, on y va, il y a l'opportunité économique, mais la deuxième question qui se pose juste après, comment je fais ?
Donc savoir qu'on a un réseau qui m'a aidé à ma naissance au Maroc et qui peut peut-être m'accueillir comme, je dirais, un étudiant qui va, pour prendre ça de ma expérience, qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas et qui trouve à son accueil un soft landing, c'est quelque chose de... Et c'est pour ça qu'on essaie de travailler au sein... donc je suis membre du Maghreb Startup Network qui a été lancé par la Banque mondiale pour faire une sorte de diplomatie, de soft diplomatie et voir comment des initiatives comme ça soient dupliquées dans d'autres pays pour créer des ponts de la sorte. C'est un petit peu les nouvelles formes d'accompagnement. Combien d'étudiants Alors, le programme, la première édition, s'est voulu donc expérimentale. On a commencé volontairement avec un petit nombre, donc 5 étudiants, 5 startups, 5 professionnels du droit, dont venant de cabinets à culture très différentes. On a les international law firms comme Della Pepper, on a eu de cabinets locaux, mais aussi des docteurs en droit. Donc on a voilà. Et donc là, la deuxième édition, et je peux vous dire que même avec 5, c'était pas facile à gérer, mais on est content quand même du résultat. Merci. Merci. Je rappelle à ceux qui nous suivent en Facebook Live que nous sommes à The Camp, lieu d'innovation près d'Aix-en-Provence, pendant ces journées Emerging Valley qui font que Aix-en-Provence, Marseille devient la capitale des... là par dizaines dans les couloirs, parfois dans le Mistral, et un peu dans cet atelier, que nous sommes dans un atelier où nous essayons de voir comment l'environnement juridique et l'environnement financier fait que les entreprises peuvent se développer. On a vu dans cette première étape qui devait être juridique qu'elle a été un peu et beaucoup financière, et on verra peut-être dans la deuxième étape qui doit être financière qu'elle sera aussi un peu et beaucoup juridique, puisque les deux aspects sont extrêmement liés dans le développement des entreprises, que ce soit des entreprises françaises qui veulent se développer en Afrique, des entreprises africaines qui veulent se développer en Europe, ou des entreprises africaines et européennes qui veulent faire des choses ensemble. Je vais donner tout de suite la parole au vice-président d'Africa Link, Hicham El Merini, qui représente Yves Delafont, notre président, et qui lui-même est un entrepreneur qui est au Maroc, qui là travaille avec une société d'ingénierie qui a l'habitude de l'international et qui va nous dire un petit peu quelles sont les réflexions d'Africa Link sur ce développement des entreprises en Afrique. Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Effectivement, j'interviens en tant que membre d'Africa Link et vice-président. Je remplace Yves Delafont. Voilà. Et j'aurais bien aimé intervenir après la partie financement parce que globalement, c'est notre souci à tous, pour nous et pour les jeunes. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Lamia, c'est-à-dire que la meilleure contribution pour des start-upers, c'est de leur amener des bons de commande. Donc il n'y a pas de meilleur train pour une entreprise. Donc brièvement, moi je suis effectivement entrepreneur. J'ai une société ici en France et une filiale au Maroc. Et je travaille dans plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc on vend des solutions intégrées pour la défense et la sécurité. La question qui nous motive tous, ou en tout cas sur laquelle on est penchés tous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider tous ces jeunes qui ont une pléthore d'idées. Moi, j'étais ce matin membre du comité de sélection donc des trophées qui seront remis demain pour l'innovation, donc avec des idées qui fusent partout, avec des petits génies qui sont venus nous exposer des projets que j'aurais aimé avoir à leur âge. Mais et puis le constat de voir le contraste ou même la disparité entre la pétillance de ces jeunes et presque notre incapacité à trouver des solutions de financement. Pourquoi incapacité? Parce qu'il faut quand même se rendre compte et être conscient qu'en Afrique, avoir accès à des financements privés, c'est extrêmement compliqué. Au Maroc, on commence à voir un peu des petites choses qui se mettent en place, mais dans d'autres pays africains, c'est très très compliqué. Des fonds d'investissement ne vont pas accompagner les start-upers, des business angels, n'en parlons même pas, donc extrêmement difficile pour eux d'avoir accès à des financements. Donc notre réflexion à nous aujourd'hui, et puis plus qu'une réflexion, des discussions avec des bailleurs de fonds, avec des grandes institutions bancaires, avec toute personne qui peut contribuer à de l'augmentation de PIB des pays africains, parce que l'objectif est quand même là.
c'est de se dire comment on fait aujourd'hui pour accompagner ces jeunes start-upers. Est-ce qu'on est capable de mettre en place des barèmes de financement qui sont inférieurs à ce qui existe aujourd'hui? Parce que quand on discute avec des bailleurs de fonds français, par exemple l'AFD, les tickets d'entrée sont tellement élevés que lorsqu'ils discutent avec des start-upers, moi ce matin, parmi les 5 start-upers qui recherchaient de l'appui technique, c'est toujours la première demande quand même, plus des financements. Le plus gros financement, c'était 200 millions de francs CFA. Donc on est en train de parler de 200-300 000 euros, quoi. Donc ces jeunes sont en train de se... Alors il faut être conscient quand même qu'ils ont fait tous les tiroirs de caisse, toutes leurs poches, ils ont mis leur cœur dans le projet, plus que leur fond de poche. Donc on est sur des sommes d'argent auxquelles aujourd'hui on ne sait pas répondre parce que les bailleurs de fonds ne savent pas répondre à cette problématique. Soit ils envoient des grandes pelées à des banques africaines ou à des États africains qui doivent, eux, répartir effectivement cette somme, et on sait très bien après comment c'est mal réparti. Soit on est en train de proposer, nous, en tant qu'Africa Link, riche de l'expérience de tous les membres d'Africa Link, parce qu'en fait, tout partenaire, et toute partenaire d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de femmes aussi au sein d'Africa Link, y compris au niveau du bureau, beaucoup. Oui, j'ai bien entendu, mais j'ai dit beaucoup, ouais. Et effectivement, tout partenaire aujourd'hui du réseau Africa Link a une expérience en Afrique et est capable d'amener une contribution pour donner une espèce de label à ces projets qui naissent en Afrique. Donc des labels de développement, des labels de validation financière, des labels presque de croyance dans le projet de ces gens-là. Je pense qu'on peut avoir cet orgueil de considérer qu'on a un peu d'expérience qui nous permettrait de dire qu'il y a des projets dans lesquels on peut croire, et à partir de ce moment-là, convaincre ces bailleurs de fonds peut-être d'ouvrir des fenêtres intermédiaires sur des sommes d'argent qui soient plus accessibles, de l'ordre de tickets peut-être à 50 000 euros, à 100 000 euros, donc à voir un petit peu comment on peut avoir accès. Et notre cheval de bataille aujourd'hui, nous, est sur cette partie-là. Donc c'est globalement, est-ce que Africa Link peut devenir demain un organe labellisateur pour pouvoir octroyer des fonds à toute cette jeunesse qui pilule de projets très intéressants? Merci Hicham. On a vu l'importance de l'accompagnement juridique. On va voir l'importance de l'accompagnement des hommes du chiffre. Puisque quand on va dans un pays étranger, et qui plus est quand on va en Afrique, on se demande qu'est-ce qu'on va être obligé ou qu'est-ce qu'on va devoir produire, comment ça va se passer. Ma comptabilité, on connaît en France les règles auxquelles sont habitués les chefs d'entreprise. EXCO est un réseau extrêmement présent en Afrique. Les réunions et les échanges sont quotidiens entre les EXCO, je veux dire Marseille et EXCO Afrique. Quels sont, Panayotis Liolios, les conseils que l'on peut donner à un chef d'entreprise qui va aller en Afrique quand il va se poser les questions de sa comptabilité, sa gestion, tout ce qui va relever du chiffre qu'il a l'habitude de faire en France, puis il va peut-être falloir changer quelques paradigmes pour s'habituer. Merci Christian. Il y a un certain nombre de... Donc j'interviens à 2 titres, au titre d'associé EXCO, en charge en particulier des relations entre l'Afrique et la France, mais aussi en tant que membre d'Africa Link. Donc je reprendrai les mêmes propos que son vice-président et que Thierry Munoz. Alors il y a des sujets qui ont été abordés et je vais être très pragmatique par rapport sur les startups africaines. D'abord, c'est le constat. Aujourd'hui, on a 1,2 milliard d'habitants sur le continent africain. 2050, c'est plus de 2 milliards. J'ai lu 2,2 milliards, 2,5 milliards. Bon, enfin, c'est assez considérable. 80% de la population va être urbaine. 50% de la population, moins de 50 ans. Moins de 25, pardon. Moins de 25. Donc ça veut dire que l'environnement est très propice au développement des startups. Et très propice aussi aux nouvelles offres. Donc ça, c'est... Et qui mieux que les Africains qui sont sur place, hein, même si les Chinois investissent beaucoup, sont le mieux placés pour développer effectivement tout ce tissu économique d'avenir. Maintenant, on va venir sur les réalités économiques au quotidien. Thierry en a parlé un petit peu, la mienne aussi. Il y a des choses à régler dès le début. Il ne faut pas se louper dès le début. Il faut vraiment avoir une assise concrète au point de vue social, juridique, fiscal et comptable, parce que derrière, on peut se retrouver avec des galères
et en ayant commencé effectivement avec peu de choses. Hein, donc, et derrière, on peut avoir des conséquences assez significatives et être vraiment très embêté. Autre chose qu'il faut avoir à l'esprit, si on va se développer sur le continent africain, on va peut-être rester sur un pays, mais très rapidement, par expérience, c'est qu'on se développe sur plusieurs pays en même temps. On n'est pas dans le tissu économique européen, donc on est tout de suite sur l'international. Et nous, on a l'habitude, surtout si on est français, alors si on est africain, on l'a en tête, mais il y a un paramètre qu'on a oublié, c'est ce qui s'appelle le contrôle d'échange. Et que dès le début, le contrôle d'échange, pour les flux financiers, c'est quelque chose de... Ça peut être un cauchemar, en fait. Surtout si dès le début, on n'a pas une assise juridique, fiscale, sociale qui soit prévue. La façon dont on va investir au début va avoir des conséquences très importantes sur les remontées. Moi, j'ai vu un nombre d'entreprises qui ont gagné des marchés publics, ils ont juste oublié qu'il y avait 10% de remonter à la source, et du coup, c'est la marge. Enfin, donc, mais des choses, des structures vraiment très significatives. Mais à côté de ça, on a des développements assez phénoménaux. Hein. Nous, on a accompagné Decathlon qui a acheté une boutique de 10 personnes. Aujourd'hui, ils ouvrent deux magasins par semestre au Maroc. Ils ont des développements en Tunisie, etc. Donc il y a des vrais potentiels. Et à la fois, il faut être très très prudent sur le côté pragmatique. Les banquiers, on n'en a pas dans la salle. C'est très compliqué parce qu'en plus, ils ont le contrôle des chances qui passe derrière eux. Donc souvent, les banquiers, au guichet, hein, on parle, hein, font même du zèle, donc ça complique les affaires, parce que on vous demande la facture, la justification de la facture, on va vous demander le contrat pour honorer un paiement. Donc si on ne le voit pas et qu'on ne le lit pas, on ne peut pas le croire, en fait. Pour faire un virement, il faut payer un chèque, on va vous demander non seulement la facture, mais également les contrats qui sont assis dessus. Et en plus, on va vous donner un avis sur le contrat pour dire, ben non, je ne peux pas payer. Voilà. Et ça, ce sont des choses vraiment vécues au quotidien. La partie administration, on en a parlé un peu. Bon, on fait une déclaration de TVA, on ne va pas la télédéclarer. Attends, on va prendre le train, parce que d'aller de Casablanca à Rabat, pour une déclaration de TVA. Et pour avoir le tampon et pour pouvoir après gérer ces problématiques administratives et autres. En partie sociale aussi, donc il ne faut pas se tromper. Voilà. Et c'est vrai que c'est à la fois, il y a un marché, il y a un développement très important. On a encore des lourdeurs administratives qui existent. Il y a de la modernisation qui se fait, qui va très vite aussi. Mais il ne faut pas oublier que si on se loupe au départ, derrière, c'est vraiment une galère à gérer au quotidien. Après, c'est vrai que c'est assez fabuleux. On a des personnes dans l'administration qui sont de très bon niveau. On peut parler après de toutes les problématiques de fraude aussi, parce que ça fait partie aussi des affaires. Tout ce qui est corruption, attention, faut être très très prudent là-dessus. Il ne faut pas fantasmer et surtout ne pas faire n'importe quoi. On en parle rarement, mais effectivement, la corruption, ça fait partie de sujets dans plusieurs pays d'Afrique, qui est un paramètre à en prendre en compte. Et surtout, quand on ne sait pas de quoi on parle, il ne faut pas y aller du tout. Et moi, je sais que dans l'expérience Exco, évidemment, c'est quelque chose qui est très important. Ce sont les acteurs locaux qui savent ce qu'il faut faire, ce qui est effectivement de la corruption et ce qui n'est pas de la corruption. Voilà en quelques mots les sujets que je voulais aborder. Donc après les règles, ben, il faut appliquer les règles du pays, quoi. Voilà. Juste un mot encore, on voit le démarrage faire très attention. On n'est pas à la maison, on a d'autres règles, il faut s'adapter aux règles. Quand une entreprise que tu as accompagnée, par exemple, se développe, quel va être son quotidien? Est-ce que c'est le même quotidien que l'entreprise européenne, ou est-ce qu'il y a des particularités comptables, de gestion, sur lesquelles là aussi il y a des petits clignotants qui s'allument? Alors, la grosse différence que l'on peut avoir dans le développement des affaires, c'est la gestion des espèces. Ah oui, à un moment donné, on a tout digitalisé en termes de flux financiers chez nous, mais un pays comme le Maroc et d'autres pays africains, ben, on a 60% de l'économie, ben, ça se fait en espèces, puisqu'on a de la lourdeur dans le circuit bancaire. Et parfois, vous êtes même contraint par les banquiers à utiliser justement des espèces. Donc dans la gestion administrative et financière,
très différent à voir. Voilà, la caisse. Puisqu'on est allé avec Africa Link, donc c'était au mois d'avril, Hicham. Au mois d'avril, on nous a dit qu'il y avait quasiment, selon les secteurs d'activité, 60% de l'économie qui était souterraine. Donc c'est très compliqué à gérer ça. Et il faut faire très attention parce que là aussi, ben, si on n'a pas l'habitude, il faut être bien conseillé, s'entourer et surtout pas fantasmer et faire n'importe quoi. Ça, c'est un point qui est très important parce qu'on le retrouve. Nous, côté européen, on a un petit peu oublié quand même. La gestion des espèces, dès qu'on sort un billet de 100 € pour payer quelque chose, c'est suspect. Donc voilà, juste à rajouter cet aspect-là. Merci Panayotis Lelios. Je rappelle que vous représentez le cabinet Exco qui est très, très présent en Afrique. On va revenir en France, mais pour aussi parler d'Afrique. C'est Laurence Olivier, donc directrice de Marseille Innovation, qui devait être parmi nous, mais qui ne peut pas être, et qui vous prie de bien vouloir l'excuser. Rachid Aliane était heureusement à The Camp, et Rachid Aliane est celui qui a travaillé sur les échanges, notamment de Marseille Innovation, avec les pays africains, en particulier le Maroc, mais pas que. Et donc, on va lui demander d'abord de nous présenter Marseille Innovation. Tout le monde ne connaît pas, même si dans le territoire d'Aix-Marseille, on connaît bien cet opérateur. Et puis de nous dire les programmes qui ont été conduits en matière de coopération, puis quelles leçons il en tire, quel retour il a par rapport à cet accompagnement de start-up, soit du Maroc, d'Afrique, de France, qui ont travaillé ensemble pour porter des projets. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Rachid Aliane, je suis responsable de l'hôtel Technoptique, un des 4 structures de Marseille. On a un réseau de pépinières à Marseille. Donc on accompagne, on héberge des startups innovantes sur 4 lieux à Marseille. Et comme il a dit Christian, depuis presque 15 ou 20 ans, on a développé des programmes de partenariat avec le Maghreb, notamment Maroc, Tunisie et l'Algérie. Et donc, depuis 2011, on a lancé un programme pour accompagner les projets de la diaspora maghrébine en France. En gros, des porteurs de projets qui ont fait leurs études en France et qui veulent retourner dans leur pays d'origine, créer une start-up innovante. Donc nous, on les accompagne via initialement un programme binationaux entre la France, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc c'est le programme PASSEM. Donc c'est un programme d'aide à la création d'entreprises innovantes en Méditerranée. On met à leur disposition une subvention de à peu près 35 000 € pour faire un premier démonstrateur à traverser de l'autre côté de la Méditerranée. Donc en gros, faire un démonstrateur pour aller s'installer, développer le business sur son marché. Et donc, on définit une feuille de route pour aider le porteur avec... bien dans le micro. Ouais. Donc, on met une feuille de route pour prédéfinir les différentes actions à faire sur ce projet-là. Et donc, pendant 15 mois, ce porteur de projet, on l'accompagne en France pour exécuter cette feuille de route. C'est le premier programme qui a duré à peu près 3 ans. Donc on a à peu près, dans chaque édition, on a à peu près accompagné 30 porteurs de projets sur le Maghreb globalement. Et depuis 2017, on est aussi partenaire avec l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, en France, via un programme européen qui s'appelle Metafrica, aussi qui est dans la même logique, accompagner les projets de la diaspora, cette fois africains, la diaspora qui ont fait des études en France, en Allemagne, et première expérience aussi dans ces pays-là. Et de l'autre côté de la Méditerranée, c'est des accompagnés sur le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, Gabon et le Mali. Et donc, ça c'est un premier programme d'échange sur, on va dire, les porteurs de projets. Deuxième programme qu'on vient de signer récemment avec Technopark à Casa, c'est un programme de soft landing. C'est de permettre à leurs entreprises et à nos entreprises de venir, par exemple, les boîtes marocaines ils peuvent venir poser 3 à 4 jours chez Marseille Innovation et nous, on va leur ouvrir notre réseau pour faire un premier partenariat commercial, trouver des partenaires ici, voire même s'installer en France. Donc ça, c'est un programme qu'on a signé avec Technopark au Maroc, avec Beretec au Liban.
et avec aussi une structure au Canada. Donc, on commence déjà ce matin, j'ai rencontré des startups qui participent à Emerging Valley, donc une délégation de Marocains qui étaient en visite à Marseille Innovation pour voir un peu les lieux, rencontrer nos startups. Et donc, on voit déjà, moi j'ai déjà rencontré 2 startups marocains qui sont venus ici, avec qui on a ouvert les réseaux pour faire du business, etc. Et donc, déjà des porteurs de projets qui songent déjà à s'installer en France. Et donc, vice-versa, nos entreprises françaises aussi, ils trouveront là-bas les réseaux, le point de chute chez Technopark pour demain se développer au Maroc, mais aussi, comme ça a été dit, utiliser le Maroc comme plateforme pour se développer en Afrique. Donc, sur les porteurs de projets qu'on a, si je reviens sur les difficultés un petit peu que les porteurs ont rencontrées, ça a été dit tout à l'heure, beaucoup de difficultés financières. Donc, la première difficulté, c'est de trouver des financements. Donc, quasiment les financements inexistants pour les startups. Les financements bancaires, on n'en parle pas. Donc, je peux parler des exemples de projets qui étaient, on va dire, certifiés, validés par des organismes type Banque mondiale et qui arrivent sur le Maroc et qui rentrent dans les rouages administratifs de la banque, etc., même avec de l'apport financier important. Donc ça, c'est une première difficulté, le financement, les rouages administratifs. Il y a aussi, sur les exemples d'entreprises aussi qu'on a accompagnées, il y a des problèmes aussi réglementaires. Donc on avait par exemple sur Metafrica, on a accompagné un porteur de projet qui fait de l'inspection d'infrastructures et de champs photovoltaïques avec des caméras thermiques embarquées sur drone. Donc il a fallu, nous on l'a accompagné, on a fait le business plan, on l'a aidé à déposer des brevets en France, etc. Et on arrive sur le Maroc pour importer le drone. On a déjà un premier client avec Mazen pour développer. Parle dans le micro. Donc on a déjà un premier client avec Mazen, les champs photovoltaïques à Ouarzazate pour faire mon premier contrat. Et qu'il fallait presque 1 an et demi pour avoir les autorisations d'importer un drone. Donc c'est beaucoup de temps perdu pour cette start-up. Donc ça c'est... je peux en parler, on avait aussi de toutes les couleurs, donc même de l'espionnage industriel. Donc on avait une porteur de projet aussi qui faisait des chaussures orthopédiques en France et qui rentre au Maroc pour développer ce business-là. Il a amené un côté innovant pour ces chaussures-là, pour les rendre un petit peu accessibles à tout le monde, avec une dimension design, fashion, etc. Et qu'on arrive à rencontrer les partenaires là-bas et qu'on découvre après que les partenaires là, ils sont en train de pomper le savoir-faire et lancent des appels à projets pour trouver des ressources de l'autre côté pour développer ce projet-là. Donc, voilà, donc pas mal de problèmes. Mais heureusement, il y a des choses qui changent, mais je peux passer le temps à parler de ces difficultés administratives, financières, etc. Hicham El Meridi, c'est un vrai sujet, ce changement de paradigme quand on arrive, de se protéger, de regarder qu'effectivement les règles ne vont pas nous empêcher de faire voler un drone ou d'autres choses. Peut-être que dans ton métier, tu fais... Non, pas de cette manière. Je pense que là où on va, il y a toujours des écarts, partout. Il n'y en a pas plus en Afrique qu'ailleurs. Moi, je peux vous dire que j'ai travaillé avec des pays européens il y a quelques années. J'ai perdu beaucoup de R&D faits qui m'a été volé par des entreprises européennes. Je travaille dans énormément de pays africains. À ce jour, je n'ai aucun partenaire qui m'a volé quoi que ce soit. Donc, le but n'est pas de dire qu'en Afrique, il n'y a pas de soucis, ou il y en a beaucoup plus. Je pense que des bons et des mauvais, il y en a de tous côtés. Prendre des précautions parce que le territoire sur lequel on est en train d'arriver est différent, oui, bien évidemment. Mettre en place tout un cadre juridique pour se prémunir de tout aléa, bien évidemment, il faut le faire. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires exceptionnels qui aujourd'hui sont devenus des amis, mais des vrais amis. J'ai commencé à travailler avec eux il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils viennent à la maison chez moi et je vais à la maison chez eux. En vacances, quoi. Donc, vraiment avec lesquels je passe de très très bons moments. Donc, le risque d'atterrir dans un pays existe. Le risque qu'on vous vole quelque chose, bien évidemment, existe. Mais il n'est pas surdimensionné, plus en Afrique qu'ailleurs.
Je souriais juste par rapport à quelque chose d'autre, si je peux me permettre de garder, s'il te plaît, le micro, Christian. C'est que je reviens à ma question de financement. Et la difficulté que moi je rencontre, ou que rencontrent mes partenaires, c'est que le rôle d'Africa Link est d'établir des ponts entre des entrepreneurs africains et des entrepreneurs européens. Dans ce contexte, on a aidé une entreprise marocaine et une entreprise gabonaise à gagner le marché de la CETRAC, c'est la société qui opère les chemins de fer au Gabon, pour mettre en place de la radiocommunication tout au long des rails. Donc ces sociétés ont travaillé ensemble, ont commencé à livrer, et puis un jour on était en train de dîner, on s'est dit, vous savez, quand on met des relais de radiocommunication, il y a des systèmes de transmission, et puis il faut amener de l'énergie. Donc de l'énergie, il faut amener du réseau, mais il faut aussi amener des équipements de secours, des groupes électrogènes, enfin un tas de choses. Donc lors d'un dîner, on s'est dit, mais pourquoi on est en train d'acheter des équipements chez des sociétés américaines? Je vais faire de la pub à personne. Pourquoi on ne fabriquerait pas nous-mêmes nos équipements? Et mon partenaire marocain fabrique ses équipements avec ses propres brevets internationaux. Donc on décide autour d'une table, enfin on décide parce que c'est beau, je me mets dedans, mais ils décident tous les deux de monter effectivement une JV dans laquelle ils vont produire des équipements pour l'énergie, mais des équipements non seulement pour leurs projets, mais pourquoi pas pour les pays limitrophes et toute l'Afrique. Le partenaire marocain, qui est quand même un vrai nom industriel au Maroc, n'a pas réussi à mobiliser les soutiens des banques, parce que les banques lui ont dit de façon très politiquement correcte que le Gabon, aujourd'hui, c'est quand même un pays qu'on regarde un petit peu de loin, et ainsi de suite. Mon ami gabonais, bien évidemment, n'a eu aucun soutien des banques gabonaises, parce qu'aujourd'hui, mettre à disposition des investisseurs de l'argent, c'est très compliqué. Donc ils sont allés taper à la porte de l'AFD, enfin d'organismes effectivement étatiques français, pour dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir juste un soutien? On ne veut pas d'argent, on est capable, mais juste un soutien, une garantie, des choses de ce type-là. Aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'ils ont entamé la démarche. Ils n'ont toujours pas de réponse parce qu'effectivement, le montant dont ils ont besoin est inférieur à 2 millions d'euros. Panayotis Lolios, un point, on va arrêter sur la preuve, mais c'est sur l'aspect qui me semble intéressant, qui est anecdotique, oui. Mais on n'a pas vu qu'il y avait un problème quand on a un drone, la réglementation au Maroc, c'est pas la réglementation française. Donc il y a des règles, ça peut être pour l'agroalimentaire, quand on veut exporter d'un pays africain vers l'Europe, il y a d'autres choses. Donc c'est pas, voilà, ce qui est important, c'est de savoir comment on accompagne ces entreprises, qui sont les clients d'Exco, pour les acclimater à tous ces changements réglementaires. Alors, il y a un point très important dont on n'a pas parlé. On a parlé de financier, de juridique, etc. Et j'ai oublié tout à l'heure, c'est l'ancrage local. Alors, je vais vous expliquer comment on a des sur le continent africain. Il y a une quinzaine d'années de ça, j'ai eu une vision stratégique avec mes associés. On a investi 20 millions d'euros et aujourd'hui, on a 500 personnes sur le continent africain, sur 15 pays. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, on aurait eu 20 millions d'euros, on aurait acheté, embauché 500 personnes, ça ne fonctionnerait pas. Ça n'aurait jamais fonctionné. Ça a fonctionné parce qu'en fait, il y a eu une initiative avec un ancrage local, des associés, des professionnels qui avaient confiance entre eux, avec lesquels on avait confiance. Et on a développé effectivement aujourd'hui notre réseau. Et ça, c'est très important, parce que quand on a parlé de se développer en Afrique, alors si on n'est que sur un pays, c'est peut-être moins marqué, mais dès qu'on commence à se développer, on a quand même des disparités culturelles, juridiques, sociales, financières qui sont très différentes. Donc si vous n'avez pas un ancrage local de confiance, c'est très compliqué, parce qu'en fait, on ne va pas voir arriver les choses. Alors bien sûr qu'on va pouvoir se sécuriser un petit peu juridiquement, etc., mais quand on se développe, en fait, on n'a pas non plus un chéquier avec à faire des chèques, on va avoir des conseils. Au contraire, souvent l'entrepreneur va plutôt essayer de réduire ses frais. Et c'est ça qui est difficile. En fait, il faut bien régler, mais l'ancrage local de son partenaire local de confiance est très important. Et en fait, qu'on soit ou européen ou seulement africain, si on veut se développer, nord-sud, sud-sud, dans tous les sens, il faut avoir un ancrage local très important. Après viennent les problématiques de financement, de sécurité, etc. Voilà. C'est juste un petit complément que je voulais donner, j'en donnerai un autre après.
Jean-Patrice Ketcher, on va vous passer la parole. Vous avez entendu le dispositif de pépinière. Vous avez mis en place un incubateur au Cameroun avec une règle fabuleuse. Votre objectif, c'est de créer le bonheur et changer le monde. Rien que ça. Non, mais alors j'ai créé cet incubateur il y a 3 ans, 2016, à Douala. Et c'est effectivement la thématique du lancement, c'était créer le bonheur, changer le monde. Ça a l'air très philosophique comme ça, mais ça répond un peu à ce que vous disiez tous tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut faire des choses dans le contexte qui correspond au contexte. Je prends par exemple l'exemple des drones. C'est un exemple qui est développé au Cameroun, mais aujourd'hui, l'état d'urgence au Cameroun, personne ne peut exploiter les drones parce que personne ne peut survoler le ciel camerounais. Donc, soit vous avez un contrat avec l'armée, comme le jeune qui le développe et qui a des contrats avec l'armée, soit ça ne marchera pas. Les difficultés évoquées tout à l'heure sur les marchés africains, je veux dire, chaque business, quel que soit le pays au monde, a des difficultés par rapport à son environnement. Ça va être tout ce qui est l'environnement légal ou financier, mais ça fait partie du business et on fait son due deal avant d'aller et on sait que on peut payer beaucoup par cash ou peu par cash, etc. Je vous rassure, au Cameroun, on ne se bat pas avec des mallettes d'argent pour payer. Il y a les virements bancaires, il y a même le mobile money, si vous connaissez M-Pesa, Orange Money, Up, etc. Donc aujourd'hui, moi, par exemple, je paye mon pain avec mon téléphone. Aujourd'hui, si demain je veux qu'on m'envoie de l'argent au Cameroun, on fait un transfert d'argent par téléphone. J'ai dit à ma soeur qui voulait que j'achète un truc à Marseille, tu m'envoies de l'argent, je dis mince, on est en France ici, on ne peut pas m'envoyer de l'argent sur mon téléphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de transférer de l'argent de Paris à Marseille un samedi là, à 22h qu'au Cameroun. Donc en réalité, chaque environnement est spécifique. Sur l'environnement des startups, déjà, les startups africaines ne veulent pas venir sur le marché européen. Le marché européen n'est pas un marché en expansion, c'est un marché qui est en train de mourir. Et il y a tout un... Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses. Ils ne veulent pas venir. Le marché qui existe, c'est le marché africain. Vous avez dit vous-même de 1 milliard à 2 milliards. Pourquoi conseiller un jeune Camerounais ou Africain de venir en Europe? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que les entreprises européennes peuvent ne pas réussir en Afrique? C'est que quand vous allez quelque part, comme on dit chez nous, dans la tradition africaine, quand vous arrivez dans un village, appelez les grands frères du village, vous dites que comment on fait. Vous ne voulez pas appeler les grands frères du village, vous dites que comment on fait pour marcher. Appelez quelqu'un. C'est-à-dire que quand vous parlez Afrique, vous avez parlé beaucoup d'argent, de règles fiscales, règles juridiques. En Afrique, ce n'est pas ça. En Afrique, c'est d'abord l'humain. Vous pouvez venir avec 1 milliard d'euros. Si vous ne connaissez pas les personnes que non, c'est le gars là qui signe ton papier. 1 milliard d'euros devient zéro en un mois. Il y a plein d'expériences comme ça, des gens qui viennent avec plein d'argent, mais plein d'investissements, ils arrivent. Ouais, on est boss. Mais ils arrivent et comme ils ne connaissent pas la personne qui signe le document, qui peut être la petite secrétaire là, tac. Les 1 milliard deviennent zéro tout de suite. Donc ça veut dire que je pense que dans votre discours, dans votre réflexion, en tout cas de ceux qui veulent aller entreprendre en Afrique, il faut remettre d'abord l'humain au centre. Quand on disait créer le bonheur, c'est pour dire que les Africains, je déteste dire les Africains parce que ça fait comme si l'Afrique était un pays, j'aime pas ça, il y a énormément de pays. Donc je dis les Camerounais, mais il y a les Ivoiriens, les Gabonais, etc., ont besoin de choses concrètes qui ne sont pas... Je vois, il y a le monsieur à côté qui est dans l'eau. Oui, on a besoin d'accès à l'eau, on a besoin d'eau potable, on a besoin d'eau partout. Ça, c'est un vrai produit. Il faut savoir ce que les gens veulent des choses de base. On parle ici beaucoup d'innovation, de tech, mais en réalité, chez nous, les gens ne peuvent pas se nourrir. Dans ces endroits, dans les villes grandissent, il n'y a pas de système de traitement de déchets, il n'y a pas de système de traitement des eaux usées. À Paris, il y avait les égouts depuis... je crois Notre-Dame de Paris et compagnie, là, vos histoires compliquées, là, je ne connais pas. Mais depuis. Alors que chez nous, je passais l'autre jour dans les bouchons, je suis passé à côté de la décharge de Douala, et pendant 20 minutes, je peux vous dire que j'ai cru que j'allais mourir à cause des odeurs. Donc voilà des vrais sujets, comment est-ce qu'on va valoriser les déchets dans les villes pour pouvoir faire que les gens disent mieux. C'est ça, créer le bonheur. Créer le bonheur, c'est trouver des choses, développer des choses qui vont rendre les gens heureux. Donc en réalité, vous devez vous poser la question, vous allez faire du business en Afrique, comment est-ce que les gens peuvent mieux vivre dans leur environnement? Et vous allez trouver des choses concrètes, pragmatiques, qui vont vous donner de l'argent, mais plein d'argent. Parce que même
vous savez quel est c'est le pain de 50 francs, et 50 francs CFA, ça fait à peu près, ça fait quoi? Ça fait un demi, 75 centimes. Le pain de 50, que ce soit le gars qui roule sur les motos taxis à 5 sur la moto, ou bien dans les grosses voitures, tout le monde achète le pain. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des sujets comme ça où c'est le petit truc, vous allez faire plein d'argent. Après le reste, le juridique, le machin, est-ce que le ministre va signer, est-ce qu'on va bloquer? Ça, c'est partout. Est-ce que quand vous arrivez en France, vous pouvez aller voir le directeur d'une grande administration aux impôts en 2 secondes? Non. Pourquoi est-ce que vous voulez faire la même chose en Afrique? C'est pas possible. C'est pas possible. Soyons concrets. Soyons concrets. Le business marche partout pareil. Si vous voulez rester en Afrique, J-Africa Link signe un partenariat qu'on finit la conférence là. Et quand vous voulez envoyer des jeunes entrepreneurs au Cameroun, des jeunes startups, ou bien Martin Innovation, vous appelez le Bukaru. Alors on a tel marché qu'on va attaquer. Parlez-nous un petit peu du Bukaru. Qu'est-ce que c'est? Alors Bukaru, c'est un incubateur. On développe. On est sur une base de 7 hectares. Qui est une ancienne base d'un grand groupe de BTP français qu'on a racheté, que la personne qui m'a donné les locaux a racheté il y a une trentaine d'années. Et alors on développe des projets justement à fort impact social. Il y a un projet de valorisation de déchets pour faire des prothèses de membres supérieurs. Il y a un projet de valorisation des déchets d'ananas pour augmenter le revenu des agriculteurs d'ananas pour qu'au lieu de dire à son fils de 14 ans, reste à la maison, ne va plus à l'école, tu peux aller à l'école cette année parce que j'ai embauché un travailleur pour pouvoir étendre la surface qu'on cultive. Il y a un projet de tontine bien-être parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes utilisent des produits décapants qui gâtent leur peau, leurs cheveux. Là, on va pouvoir, elle est en train de développer un système pour que les étudiantes qui n'ont pas beaucoup de revenus cotisent 100 francs, 200 francs CFA par semaine pour pouvoir, à la fin, avoir leur pack de produits pour conserver leur peau, leur santé. Il y a un produit et ça c'est le plus important d'ailleurs, d'amélioration de la chaîne de valeur agricole, parce qu'aujourd'hui malheureusement on demande beaucoup à nos pays, à nos paysans de cultiver plus, ils utilisent beaucoup d'engrais chimiques, c'est-à-dire tous vos Roundup et compagnie qu'on a ici, vous envoyez ça là-bas, c'est dommage, il faut dire aux gens d'arrêter d'envoyer des Roundup au Cameroun, c'est pas bon. Mais peu importe, tout ce que vous refusez comme engrais, là vous envoyez ça chez nous là-bas, donc il faut arrêter. C'est un petit message que je passe pour qu'ils veulent entendre. Et aujourd'hui, alors, on veut développer une chaîne de valeur complète de la production à la transformation. Et on est donc justement à la recherche de partenaires de manière générale. On a dit l'autre jour à l'Union européenne, vous voulez avoir un impact au Cameroun, créer une usine de transformation ou bien d'emballage de bouteilles plastiques, etc. Parce que tous les jeunes qui se lancent dans l'agro-business sont sur des petits tickets, sur du 500 euros, 1000 euros. Ils arrivent à faire des choses, mais ils ne peuvent pas passer à l'étape où ils vont vendre dans tous les carrefours qui ouvrent parce qu'ils n'ont pas l'outil semi-industriel. Donc voilà, si vous voulez faire du business au Cameroun, nous, ce qu'on veut faire au Bukaru, c'est non seulement donner l'opportunité à tous ces jeunes qui, avec pas grand-chose, font des choses extraordinaires. Nous, on est l'exemple de ça. En 3 ans, on n'a pas un seul financement extérieur. Je mets tout mon cash dedans. C'est pour ça que j'achète des baskets, des Decathlon premier prix pour justement pouvoir accompagner mes entrepreneurs. Et on est en mode bootstrap. Les entrepreneurs camerounais et africains en général sont en mode bootstrap. C'est pas tant d'argent qu'on a besoin, c'est de vraies opportunités. Vous avez dit quelque chose qui est très vrai. On n'a pas besoin d'argent, on a besoin d'ouverture de marché. Et c'est exactement ça. Parce que la banque, quand vous lui dites à la banque que vous avez gagné un concours par-ci, un concours par-là, elle sait que vous ne pouvez pas l'efficacité de votre business. Mais si vous dites que non, le mois dernier, j'ai eu 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires, 3 mois plus tard, j'ai eu 4 millions. Elle travaille bien, elle a des factures qu'on lui paye, elle a des grands partenaires. Aujourd'hui, nous, par exemple, on travaille beaucoup avec EDF dans le cadre de leur concours EDF Pulse Africa. Et c'est la première multinationale française qui a accepté, on est en train de négocier ça, de développer des prototypes de start-up sur le chantier qu'ils ont au Cameroun qui s'appelle Nachigal, NHPC. C'est 1000 milliards de francs CFA. Ils ont accepté de développer des prototypes de start-up comme pour le traitement et la façon de déchets, de les essayer sur le site en payant les entrepreneurs. Donc voilà des start-up qui sont en plein développement de prototypes, qui vont être déjà payés pour développer leurs prototypes. Et ils ont accepté de faire la sélection, par exemple, des déchets plastiques sur site pour que la boîte qui fait la valorisation puisse directement venir appliquer son modèle. Donc voilà ce que nous on recherche, c'est-à-dire on se bat tous les jours pour avoir des partenaires fiables. On a une jeune qui est dans la protection de l'eau, donc ce serait très bien qu'on discute après. Voilà. Hicham El-Merini voulait prendre la parole, un petit mot, et puis après on passe au Canal de Provence.
Je pense que j'ai été très rapide dans le descriptif d'Africa Link et je m'en excuse, mais je pense que vous avez dû le comprendre lorsque j'ai dit que j'ai commencé à travailler avec des amis il y a 20 ans et aujourd'hui ce sont des vrais amis. Ça veut dire qu'on met vraiment l'humain au milieu de notre relation. Je dis ça en mon nom propre et je le dis au nom d'Africa Link. Africa Link a cette éthique et elle bâtit sa démarche à travers la création de comités locaux composés de gens, de grands frères, comme vous dites, qui effectivement connaissent le territoire, qui savent qui sont les bons interlocuteurs, qui connaissent les méthodes locales et qui sont là pour nous aider effectivement à ce qu'on gagne des marchés ensemble. Je pense qu'il ne faut pas opposer les choses. Il y a certainement besoin d'éléments de première nécessité, comme l'eau, et moi je suis très heureux que Ocean soit là pour en parler, et en plus que Ocean fasse partie d'Africa Link, ça veut dire qu'on partage la même chose, mais je suis aussi conscient qu'on a absolument besoin de technologie. Vous êtes le premier à dire que votre sœur vous envoie instantanément de l'argent grâce à la technologie. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les choses, et Africa Link est dans cette démarche où l'homme, avec un grand H, est vraiment au milieu des relations. Il n'y a pas de problème. Alors, on va passer au canal de Provence. Ocean, racontez-nous, Jean-Marc Philippe, un petit peu cette aventure. Bonsoir à toutes et à tous. Un mot sur le canal de Provence, tout le monde ne connaît pas. Ouais, je vais présenter. Je suis très heureux d'être ici et puis pour vous parler de ma passion de l'Afrique et vous parler du coup de l'expérience d'une entreprise, d'une petite entreprise qui s'implante dans ce continent et qui vit tout ce qui vient de vous être raconté depuis 1h30. Donc je vais essayer de le résumer. Alors oui, je représente la Société du Canal de Provence, qui est un ETI, donc une entreprise de taille intermédiaire de la région aixoise, qui est une entreprise très particulière parce que c'est une société anonyme, mais qui a un actionnariat majoritairement public. Et donc du coup, ça nous amène sur des marchés sur lesquels on ne cherche pas une rentabilité à 6 mois, mais à quelques années, et ça nous aide beaucoup sur le continent africain. Et d'ailleurs, au titre du canal de Provence, je suis très présent en Afrique. J'ai la chance ou quelquefois la difficulté d'être le mandataire social de nos entités, notamment au Cameroun. Et au Cameroun, j'ai des aventures incroyables à vous raconter, mais je n'aurai pas le temps de le faire. Je vous confirme qu'on a du mal à faire voler des drones. Je vous confirme que sur nos chantiers, il nous faut plusieurs mois pour utiliser des explosifs pour les raisons militaires que vous avez évoquées. Bref, c'est des bons souvenirs quelques années après, mais sur le coup, c'est des sueurs au franc. Je suis venu ici pour vous parler d'une aventure, d'une entreprise, parce qu'Ocean est une entreprise, une SAS, assez extraordinaire, qui se base sur une approche éthique très forte, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans le réseau Africa Link, parce qu'on a retrouvé ce que Hicham expliquait tout à l'heure, mais une entreprise aussi qui se heurte à de grandes difficultés. Alors c'est quoi Ocean ? C'est une société qui est une spin-off du canal de Provence, qui a été créé pour relever un défi que vous connaissez tous, c'est amener de l'eau dans les zones rurales du Sahel, et si possible en croyant au business et pas aux ONG. Ça, c'est un discours que le président d'Africa Link utilise souvent et qu'on applique, qui est de dire le continent africain, que comme vous, j'aime beaucoup, n'a pas besoin d'aide, a besoin de partenariat, a besoin d'activité, a besoin de développement et de co-développement. Et donc, Ocean, sur une réflexion... Ocean, on emprunte le nom de la déesse de l'eau dans une mythologie au Nigeria. Et donc, on s'est dit, on va relever le défi de l'entrepreneuriat pour l'accès à l'eau dans ces milieux ruraux. Et on s'est dit, on va le faire comment ? On va le faire en apportant une valeur ajoutée forte, qui est l'innovation. L'innovation en termes de traitement d'eau et en termes de connectivité. Parce que nous nous sommes dit... Si on veut traiter l'eau dans des villages isolés, ça serait bien qu'on soit dans l'obligation de résultats et non pas dans l'obligation de moyens. Donc on va piloter à chaque instant la qualité de l'eau que l'on va distribuer pour être sûr qu'elle est de bonne qualité. Bien. Puis on a démarré cette aventure-là avec, dans l'actionnariat, donc le canal de Provence, et puis 2 PME français, donc 2 petites boîtes. Et à 3, sur nos fonds propres, on a pris des risques. Alors, et on s'est implanté en Afrique subsaharienne, au Sénégal, et puis également Burkina, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun. Et on s'est heurté, je le crois, Christian, à 3 difficultés. La première, on s'intéresse à l'Afrique, et à l'Afrique rurale. Donc, l'économie est totalement informelle, il n'y a que des liquidités, le contexte juridique est très complexe, et nous sommes au Mali, au Nord Burkina,
du Togo et dans le nord du Sénégal, dans des zones où il y a des enjeux sécuritaires. Donc déjà, premier handicap, quand on va voir des banques en France, ils nous regardent avec des grands yeux. Et ils nous disent, oh, allez voir l'AFD, la Proparco, allez voir ces gens-là. Et ces gens-là, mais ça a été dit longuement, donc je ne vais pas le répéter, nous disent, mais vous êtes beaucoup trop petits. Beaucoup trop petits. Ah bon? Ah oui, parce qu'en effet, pour faire un business comme nous, vous voyez, pour sécuriser 300 ou 400 000 personnes au Sénégal, le ticket d'entrée, c'est entre 1 et 2 millions d'euros. Parce qu'il faut investir, parce qu'il faut immobiliser du matériel, parce qu'on crée des petites usines dans les villages. Et puis il y a le fameux ticket d'entrée dont on a parlé tout à l'heure, le ticket d'entrée pour maîtriser les enjeux juridiques, certaines problématiques judiciaires, les aspects comptables qui ont été évoqués tout à l'heure. Bref. Et donc, ces gens-là nous disent, non, pas de ça. Pas de ça pour nous. On aimerait bien. Et l'AFD, il y a peut-être des gens de l'AFD dans la salle, hein, donc je serais heureux de vous entendre. Et l'AFD, depuis maintenant 3 ans que notre aventure démarre, nous dit, c'est fantastique ce que vous faites, mais ce sera sans nous. Bon, bah, très bien. Alors, nous ont rejoint dans l'aventure une filiale de capital risque d'une banque française, et puis un fonds à impact, un fonds d'investissement à impact d'un grand groupe français, disant ben, on croit à votre aventure. Qui est une aventure compliquée parce qu'on travaille sans subvention, et on ne veut pas travailler avec des subventions. Donc on a, sur des problématiques d'accès à l'eau en milieu rural, il y a quelques années très compliquées à gérer avant d'atteindre une rentabilité qui nous permettra de tourner facilement. Le dernier obstacle qui est face à nous, et je souhaite qu'on en parle parce que ça me semble aussi bien concerner la thématique Emerging Valley, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas que des villes. Il n'y a pas que il y a du monde rural. Et on disait tout à l'heure, le continent africain, il y aura 2 milliards d'habitants, 80% en ville. Oui, peut-être, mais ce n'est pas vraiment les mêmes villes qu'en Suède et en Norvège. On va avoir de grandes banlieues avec des conditions sur les services de base, l'eau, l'énergie, la santé, des conditions qui s'apparentent au monde rural, avec des grandes difficultés. Et donc, dans le monde rural, la grande difficulté à laquelle se confronte mon entreprise, c'est le fait qu'on est dans le monde des ONG. On est dans le monde de l'argent facile. Je rencontre l'Union européenne, mon ami l'ex-ambassadeur au Sahel, le châtaignier. Je vais rencontrer la Banque mondiale et l'AFD, et les millions vont tomber. Ah bon? Ah oui, si on est une ONG, pardon, pas si on est une entreprise, j'avais oublié. Si on est en entreprise, eh non, là on prend des risques. Or nous sommes des entrepreneurs. Et donc on est sur les enjeux de santé, d'énergie, d'accès à l'eau, d'agriculture, on parlait tout à l'heure d'agriculture, c'est incroyable combien il y a de l'argent facile pour les ONG, excusez-moi pour l'adjectif facile, mais vous comprenez ce que je veux dire, et combien il est difficile pour une entreprise d'aller se financer, notamment sur ces phases d'amorçage, où on va passer de la love money, où vous utilisez votre argent de poche, il vous faut quelques centaines de milliers d'euros, millions, et là, il n'y a pas de fonds d'amorçage, ou très peu, trop peu. On se heurte à ça. Je vais illustrer un sujet. On est, via l'opération Barkhane, sur des sujets de sécurisation en eau au nord Burkina. C'est un enjeu formidable. Un enjeu formidable parce que l'accès à l'eau saine est un moyen fantastique de rendre les villages autonomes et de lutter contre certaines menaces. On se tourne vers les acteurs, et notamment le Quai d'Orsay. Et que nous dit le Quai d'Orsay? On ne demande pas de subvention, on demande éventuellement un marché public pour qu'Ocean gagne. Non. 100% de notre argent a été donné à une ONG. C'est cette ONG qui distribue. Et elle fait travailler qui? Des Américains, des Chinois, des Canadiens, mais pas des Européens ou pas des Burkinabés avec qui nous travaillons. Donc, nos petites entreprises qui veulent aller sur les enjeux majeurs comme l'accès à l'eau, se heurtent à ces difficultés-là, et j'oserais le dire, à ces formes d'injustice. Parce qu'une entreprise devrait pouvoir se développer dans un monde juste, où les marchés peuvent être conquis, sans concurrence, je trouve, un petit peu déloyale de ces acteurs-là. Donc voilà ce qu'on a face à nous. Je dirais aussi un mot de l'importance, à mes yeux, des conseils des avocats. Nous sommes accompagnés
je voudrais illustrer deux points par des avocats fiscalistes qui nous aident à bien maîtriser notamment tous les flux entre notre maison mère, donc on a une maison mère en France, et puis on a des filiales africaines, notamment une à Dakar. Comment bien maîtriser ça? Et puis des avocats qui nous accompagnent dans la maîtrise, et ça a été largement évoqué avant moi, la maîtrise de la culture des affaires dans ces pays-là. Je pense aux questions de TVA, de franchise de TVA, et également de confrontation, en tout cas pour ce qui me concerne, avec l'économie informelle des milieux ruraux de ces pays-là. Voilà, donc je pense qu'il faut croire beaucoup au développement des PME notamment, voire des TPE, que je n'ai pas le temps de vous le dire, mais on travaille avec des franchisés dans les villages qui sont des entrepreneurs locaux. Pour eux, un ticket d'entrée, c'est 300 €, 200 € pour rejoindre notre réseau et petit à petit grandir. Hein. Donc on parle de TPE dans mon écosystème, mais mon Dieu qu'il manque de relais de croissance pour développer ces TPE et ces PME sur ces territoires. Merci. Jean-Patrick Péquetchoua, je vous voyais réagir, vous voulez réagir? Il comprend bien les réalités. Non, c'est pas une grosse réaction. Il a tout dit. Il comprend bien les réalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie africaine, elle ne peut être développée que par les micros et très petites entreprises. C'est pas par les grosses. Et effectivement, quand on regarde où va l'argent de l'aide au développement, je suis désolé. Aujourd'hui, on a besoin de résultats. Les associations sont liés par des KPI, on atteint plus ou moins les chiffres, on sait comment les associations, parce que nous, on a tous fait des associations, on arrange la chose. Mais l'entreprise, elle a un résultat financier qui peut être contrôlable par un expert comptable. Donc tous les flux sont contrôlés. Donc forcément, si on dit qu'il faut avoir des résultats, il faut aider les entreprises. Et effectivement, quand il parle des micro-entrepreneurs dans les villages ruraux, quand on prend l'extrême nord du Cameroun, pourquoi est-ce que les jeunes rejoignent Boko Haram, par exemple? Parce qu'il y a no man's land, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que si les problèmes d'accès à l'eau sont réglés par une coopération entre son entreprise et des jeunes entrepreneurs locaux qui deviennent des micro-entrepreneurs, mais au lieu de se dire, bon, est-ce que je vais mettre la bombe pour exploser mon business où je gagne l'argent, ou est-ce que je... Non, il va dire, je vais faire un business et gagner l'argent. Parce qu'aujourd'hui, face à rien, et Boko Haram qui dit que bon, tiens, on te donne 200 $, mais le gars n'a rien, il est en train de souffrir et quasiment mourir. Donc, il va aller se faire sauter mieux. Il dit, mieux, je meurs une fois. Alors que s'il a un business qu'il doit conserver, qu'il doit garder, parce que ça fait manger sa femme, ses enfants, éventuellement le petit frère qu'il envoie à l'école, le gars va garder son business, il ne va pas aller. Donc, aujourd'hui, on parle aussi des questions d'immigration. On dit que oui, les Africains se jettent dans le désert, se jettent à la mer. Mais si vous ne voulez pas que les gars, et d'ailleurs, l'Union européenne l'a compris avec les fonds archipélago sur le renforcement de l'employabilité des jeunes, etc. Mais c'est un peu tard. C'est déjà un peu tard. Parce qu'il y a un problème de crise de confiance. Il faut recréer la confiance, mais sur des choses concrètes. Et je pense que, je dis Africa Link, donc du coup, je sais qu'on va discuter du MOU à venir pour gérer quelque chose. Et je suis sûr que vous et moi, on va travailler ensemble parce que le moyen de contourner vos difficultés, c'est... vous me donnez un cahier des charges, je trouve 4-5 startups qui sont dans le truc et on développe ça sur le Cameroun en contournant le fait que vous avez une entreprise et donc voilà, on va gérer. Je suis un petit frère, mais on va gérer deux, on va avoir les grands frères, mais là, venez voir un petit frère. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions, Panayotis, une réaction? En fait, c'est pas pour prendre la parole, c'est pour donner la parole à quelqu'un qui est dans la salle, parce qu'on a parlé, on parle beaucoup, mais en fait, il y a des frères et des tout petits frères, et on a la chance d'avoir Dieudonné, qui est un jeune start-upper, qui est dans le Legal Tech, qui m'a scotché lorsque je l'ai coaché lors de sa création d'entreprise. Il a une idée en fait qui veut développer et qui développe aujourd'hui. Et en fait, ça illustre très bien qu'en fait, il y a des choses qui viennent vraiment du continent africain et de jeunes avec ces difficultés, puisqu'il les vit au quotidien. Voilà, sa start-up a 3 mois. Alors, merci, bonsoir à tous. Merci, coach Panayotis, pour l'occasion que vous me donnez. Alors, il faut dire, comme je l'ai... Oui, effectivement, je suis Dieudonné Lankondé, je suis porteur de projet qui s'appelle Faso Légal, parce qu'il faut dire que chez nous au Burkina, le droit traditionnel est très fort. Ça dit qu'il y a un chef de village qui rend la décision de manière arbitraire, par affinité, et de l'autre côté, il y a également le système judiciaire étatique qui n'est pas accessible, bon, compte tenu des frais de procédure très élevés.
Donc, du coup, moi, mon projet sert de pont pour faciliter l'accès à la loi, l'accès à la justice et l'accès au droit. Donc, j'ai créé des plateformes, WhatsApp, Facebook, LinkedIn et le site Internet où les citoyens burkinabés ou les entreprises peuvent commander un contrat, par exemple, demander un avis et un conseil juridique. Alors, donc, je travaille, comme il a dit, depuis 3 mois. Et j'ai également une petite équipe qui est composée de juristes et de personnes amoureux du droit. Donc, on travaille avec pas mal de difficultés. Et aujourd'hui, c'est une chance pour moi de pouvoir partager cette expérience avec vous en tant que partenaire, potentiel partenaire technique et financier, pour pouvoir trouver des solutions à l'aide juridique au Burkina Faso qui est vraiment, où il y a quand même des leviers très importants. Aujourd'hui, on a la connexion Internet qui est assez bonne. Également, on a une jeunesse, la majorité de la population qui est très jeune. Et la population burkinabé est estimée à 20 millions d'habitants. Et également, il y a aussi l'accès au smartphone, à l'ordinateur. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont connectées et qui ont besoin de conseils juridiques pour vraiment défendre leurs droits, leurs intérêts. Et puis, voilà. Donc, merci. Je ne fais pas long. Et donc, comme je l'ai dit, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir, poser une question, témoigner? Oui. Allez-y. Vous me rejoignez, s'il vous plaît? Merci. Je suis Fadimatou Nouchemo, CEO de EFA Group, qui est une nouvelle start-up qui a à peine 5 mois, mais fondatrice de la Young African Aviation Professional Association, qui est une association à but non lucratif que j'ai fondée il y a 5 ans, qui est panafricaine. On a des représentants dans les 54 pays d'Afrique. Et je viens de devenir la nouvelle Next Einstein Forum Ambassador pour le Cameroun. Vous avez dû voir le NEF. Et je remercie Jean-Patrick parce que je n'aurais pas sans lui assisté à tous ces échanges. Et je me suis dit, j'ai mon mot à dire. Ça fait 5 ans que j'ai commencé à vulgariser le métier de l'aérien en Afrique parce que il y a 9 ans, je me suis retrouvée dans cette industrie par hasard. Et en écoutant les plaintes dans le milieu de l'aéronautique, je me suis dit, on ne peut pas parler de l'aviation africaine qui ne fonctionne pas quand on n'est pas exposé à cela. J'ai pris mon cas. Jusqu'en 2010, je n'avais jamais pensé au métier qui était autour de l'aérien. Donc j'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi est-ce que celle de l'Afrique ne fonctionnait pas. Et c'est devenu ma passion. Et je me suis rendu compte que, je vais prendre un exemple. Là, je viens de Toulouse parce que Airbus a célébré ses 50 ans cette année. Et par coïncidence, l'aviation africaine a célébré ses 50 ans aussi cette année. Mais le fossé, il est là. En Afrique, on ne peut pas partir d'un pays à l'autre comme vous partez d'un pays à l'autre en Europe. L'aviation, c'est pas que être pilote, c'est pas que être mécanicien, c'est aussi tout ce qui est technologique. Et j'aime résumer, quand je parle à mes jeunes, je leur dis, écoutez, tous les autres métiers se retrouvent dans l'aérien. Et tout ce que vous faites comme projet, tout ce que vous avez comme développement, malheureusement, même si la technologie existe, il y a des moments où il faut se rencontrer, comme ici. Et donc, avec la Young African Aviation Professional Association, on a commencé des campagnes de sensibilisation sur les métiers jeunes pour toutes les sociétés, même les gouvernements. Parce que pour que les bonnes décisions soient prises ou que les bons partenariats soient pris, il faut une bonne compréhension. Mais malheureusement, les gouvernements en Afrique, ça change comme la direction du vent. Vous commencez une négociation pour l'achat d'un avion et avant la clôture, le mec, il n'est plus là et puis c'est une nouvelle procédure. Mais d'un autre côté, je me suis rendu compte que la France, mon accent, s'exprime mal en matière de vendre ses services en Afrique. Raison pour laquelle j'ai démissionné pour créer ma start-up pour faire du consulting aéronautique, mais aussi de la représentation de toutes les structures. Pourquoi? Parce que vous avez tout en France. La technologie, la construction. L'Afrique de demain ne va pas construire les usines que vous avez. J'ai visité Airbus, je leur ai dit, nous, ce que l'Afrique vous offre, jeunesse avide de qualité de vie meilleure qui tous les jours, comme il a dit Jean-Patrick, veut venir en Europe, alors que vous pouvez transformer leur façon de voir le monde en les formant, mais en ayant des métiers
différents, mais pratiques. Donc, si je prends le domaine de l'aéronautique, vous construisez les avions en France, mais le service après-vente, c'est une main-d'œuvre. Et l'Afrique peut se positionner comme étant le berceau de la formation de cette main-d'œuvre qualifiée. Parce que si vous faites les statistiques mondiaux, il est dit partout que dans le développement ou la croissance mondiale, on retrouvera une carence en personnel qualifié. Mais en général, dans toutes les conférences où tout le monde parle d'investissement et autres, on semble oublier ce secteur qui est très important. Et donc, aujourd'hui, je me positionne en tant qu'une qui a, à travers mon association, développé un grand réseau. Et malheureusement, contrairement à ce que Jean-Patrick disait, je n'ai jamais eu un financement. Donc, j'avais pris comme objet d'utiliser la moitié de mes activités. Et aujourd'hui, comme il a parlé du grand frère, moi je ne suis pas le grand frère, je suis une activiste qui veut demander à la France en particulier, parce qu'on a 17 pays d'Afrique francophone, et si vous faites les statistiques, le domaine de l'aviation n'est pas développé dans ces pays-là. On a la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui sont en train de faire l'exception avec le Togo, mais que deviennent les autres pays? Quand je prends l'Afrique centrale, d'où je viens, on a 6 pays, que ce soit les infrastructures portuaires pour lesquelles vous avez toutes les expertises, des constructions, des systèmes même d'information, parce que la technologie joue un rôle capital dans tout ce qui est déplacement, voyage, réservation de billets, achats et autres, mais on n'a pas cette jeunesse qui est ramenée à se focaliser dessus. Et donc, pour les futurs 50 ans, ça c'est un plaidoyer, pour les futurs 50 ans, je souhaiterais qu'au cœur de vos démarches, tous les gens que vous avez et qui voulaient venir en Afrique, qu'on puisse ensemble, parce que moi c'est un risque. Vous savez, déjà vous ne gagnez pas 1 000 € et vous décidez de tout abandonner parce que vous avez une conviction, c'est un risque. Mais je préfère le prendre parce que je sais qu'il y a ce besoin. Tous vos autres projets pourront marcher si on a aussi un système aéronautique avec des infrastructures modernes qui font partie de la 4e révolution, adaptées, pour pouvoir vous permettre, parce que les matières premières ne sont pas faites sur le continent, mais à la fin, il y a des petites pièces qui doivent arriver par avion. Donc, en gros, je voulais juste partager ça avec vous et surtout vous parler d'un petit projet qui nous tient à cœur, parce qu'on s'est rendu compte en allant dans les zones reculées rurales dont vous parlez, et comme il a dit, moi je viens de l'extrême nord, mon père il est de l'extrême nord, et c'est vrai que le recrutement de Boko Haram s'est fait devant tout le monde, on passait les récupérer pour 100 $, et c'est normal. Les enfants, quand je suis allée pour leur parler aussi de l'aérien, parce que j'ai dit il ne faut pas qu'ils soient exclus, et pas que de l'aérien, de l'écotourisme aussi, la conservation de leur habitat, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on on met en avant pour pouvoir générer des revenus. Je me suis rendu compte que la plupart des communautés manquaient le minimum. J'ai des photos, je pourrais vous partager avec ceux qui sont en contact avec moi. On est sur Facebook, LinkedIn. Des enfants qui étaient assis à même le sol dans de la poussière avec des salles de classe presque inexistantes. Mais il a juste fallu que je communique, que j'échange avec les populations pour leur dire, écoutez, comment est-ce que vous construisez vos maisons? Et ils m'ont dit, en terre battue. Je dis, mais si vous construisez vos maisons en terre battue, vos enfants sont ceux qui vont à l'école. Ils seront plus éduqués que vous. Ils feront votre fierté. Donc, ensemble, on va aussi construire des salles de classe en terre battue. Et ça, j'ai autofinancé. Et ça nous a coûté maxi 1 000 € pour une salle de classe. Mais aujourd'hui, j'ai des enfants très contents, très heureux. Et donc, nous, notre prochaine étape, c'est de créer des centres communautaires. Parce que dans ces villages-là, ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas accès aux soins, ils n'ont pas accès à la nouvelle technologie, mais tout est possible aujourd'hui. Si je prends quelqu'un qui est dans le solaire, qui peut me trouver des panneaux solaires, et que je prends quelqu'un qui est dans l'eau et qu'on peut proposer au gouvernement la possibilité d'avoir de l'eau potable, dans ces centres communautaires au moins, ils auront un endroit où ils pourront venir avoir un ordinateur avec du solaire et à travers cela, puisqu'Internet est presque partout au Cameroun, voir ce qui se passe ailleurs. Parce que tant qu'on ne va pas essayer de changer le mental pour que les gens quittent du reflet d'attendre qu'on leur apporte une solution, on parle bien de diversité, d'inclusion et diversité. Et je pense que le message est que tout individu ou tout Africain qui... excusez-moi, en anglais, mon leitmotiv, c'est « Inspire, Mentor and Empower ». Et je dis, même dans les zones reculées, dans les zones défavorisées, si vous leur faites comprendre qu'à la fin, c'est leur bien-être, ils sont tous prêts et ça créera des emplois, ça créera des innovations qui pourront être répliquées dans les autres villages sans toutefois attendre les grands fonds. Donc c'était ma petite contribution et je vous remercie. Grande contribution, merci beaucoup. Merci infiniment et c'est la
le propre d'Emerging Valley, de ces rencontres, de permettre ces échanges directs avec des acteurs d'Afrique. Voilà, plus de dernière intervention, dernière question. Je vais saluer ceux qui nous suivent par Facebook Live. Merci à Jean-Yves Delattre d'avoir assuré la technique. Donc vous pouvez retrouver sur la page Gomet, qui sera toujours en relecture pour ceux qui le veulent. Merci à tous nos intervenants. Merci au barreau de Marseille. Merci à Africa Link. Merci à ceux qui viennent d'Afrique d'avoir participé à ce débat. Et puis l'année prochaine pour le prochain Emerging Valley. À bientôt.